Eh ben c'est parti. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à tous de vous rejoindre à nous. C'est pour ce premier événement pour l'antenne grenobloise Flupa. Donc vous voyez qu'on est 6 sur scène. Alors moi je me présente rapidement. Je suis Cyril Meron, responsable de l'antenne Flupa Grenoble. Et vous avez avec moi 5 intervenants que je laisserai se présenter juste après. Il y a normalement une 7e personne que vous ne voyez pas là parce qu'on ne peut pas faire monter 7 personnes sur scène. Il s'agit de Marie-Cécile Delataille qui m'a aidé à co-organiser, je vais y arriver, cet événement. Donc merci également à elle. Je vous laisse du coup faire peut-être un petit tour de table et après je vous ferai une petite rapide présentation de l'antenne, enfin de l'association Flupa. Et ensuite on démarrera notre événement. Olivier. Oui, donc Olivier Keul, je suis expert en accessibilité web et qualité web également. Bon, référentiel OPQUAS que certains d'entre vous doivent connaître, les bonnes pratiques qualité. Et je suis très content d'être avec vous ce soir et on va discuter de plein de sujets intéressants. Benoît. Bonjour, Benoît de Quick, je suis également expert RVA avec un profil plutôt développeur front. Je travaille à la direction interministérielle du numérique où j'essaie d'accompagner les ministères dans la mise en conformité de leur démarche principalement. Je suis ravi d'être là. Chloé. Bonjour, Chloé Béguin. Donc, moi, je suis donc indépendante. Je suis à mon compte. Je propose du conseil et de la formation en accessibilité numérique, en qualité web également, et en UX design. Voilà. Et je suis ravie de parler de ces deux sujets, de l'accessibilité et de l'UX, que j'aime beaucoup. Voilà. Anne-Sophie. Bonsoir, Anne-Sophie, je suis indépendante en UX et UI. En ce moment, je travaille notamment chez Betagouv, qui est un incubateur de l'État, donc du service public. Et je m'intéresse à l'accessibilité. Je fais beaucoup de sensibilisation à ce sujet. Frédéric. Bonsoir à tous, Frédéric Coudurier, je suis ingénieur logiciel chez Orange. Et j'ai passé 4 ans au sein du groupe à être référent accessibilité sur le mobile, donc sur Android et iOS. Et je vais apporter ma petite pointe de développeur mobile aux conversations qu'il y aura ce soir. Merci à tous. Du coup, je vais reprendre la main, présenter rapidement, partager mon écran. La scène est partagée l'écran, la scène est pleine. La blague. Je peux partager mon écran en fait. Ok. Et ben du coup, je vais vous demander de descendre, enfin moi de descendre sur scène histoire que je partage et je vous refais monter après. Je m'en vais. Ça marche. Je sais pas comment, mais. Et ben moi je peux. Non, je peux pas. Peut-être là-haut. Je fais une. Ah. T'as pas dans les boutons de bas descendre sur scène, descendre de scène. Ah bon, ouais, c'est bon, il y en a un qui est parti, donc normalement je devrais pouvoir partager mon écran. Donc c'est Frédéric qui nous a laissé. Ouh là là. C'est un peu normal. Non. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. C'est tout bon. Du coup, l'association Flupa, c'est une association de professionnels, c'est une association francophone de professionnels de l'expérience utilisateur. Ça nous permet de promouvoir la pratique de l'expérience utilisateur, donc de l'UX, et d'animer donc ce réseau professionnel avec des acteurs du privé, du public, des chercheurs, des étudiants. Aujourd'hui, l'association
compte 19 antennes sur 5 pays. Donc nous sommes évidemment en France, en Belgique, au Luxembourg, au Québec et en Suisse depuis 2019. On anime plusieurs types d'événements, alors aussi bien des apéros, des conférences en présentiel ou en ligne, également des ateliers en présentiel ou en ligne. On fait des projections de documentaires et d'autres événements tels que les World Usability Day et des challenges inter-antennes annuels. Vous avez la possibilité d'être adhérent de cette association. Ça nous permet de soutenir, le fait d'être adhérent, ça vous permet de soutenir toute l'année les meet-ups qui sont régulièrement organisés près de chez vous, gratuitement, et de bénéficier aussi de tarifs préférentiels pour les FLUPA UXD et les FLUPA UXCamp, qui sont les 2 événements majeurs organisés par l'association FLUPA. Je vais y revenir juste après. Il y a des prix adaptés pour les professionnels, les étudiants, les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc voilà, je vous laisserai vous renseigner si cela vous intéresse. Donc pour parler des 2 plus gros événements, il y a donc les FLUPA UXD, c'est le plus gros événement organisé par FLUPA, et il a lieu 1 fois par an à Paris. Il comprend 1 jour d'atelier et 2 jours de conférence qui réunit près de 1000 professionnels, étudiants et curieux du UX. Le 2e événement, c'est les UXCamp, qui s'articule autour de 2 jours, une soirée inspirante avec une conférence et des échanges autour d'un cocktail dînatoire. Et le lendemain matin, donc là, ça vous permet en fait d'être acteur de cet événement. Vous pouvez proposer vos ateliers, conférences ou débats qui seront soumis au vote des autres participants. Les sujets qui seront retenus seront du coup présentés et animés le jour J. Donc, je tenais particulièrement à remercier tous nos adhérents. Comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à eux aussi que l'association vit. Et donc, grâce à eux, ça nous permet de nous soutenir. Ils participent aussi, peuvent voter, échanger sur l'orientation et les stratégies de notre association. Et donc, comme je disais, ça leur permet de bénéficier de préventes et de tarifs préférentiels pour les UXD. Aujourd'hui, on est 125 adhérents. Venez. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous avez le lien en dessous pour y adhérer. Je vous laisserai y aller. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Twitter, et il y a également un Slack. Ça vous permet de vous tenir informé de toutes nos actions, de nos événements, de ce qui se passe près de chez vous. Voilà, donc si ce n'est pas déjà le cas, faites-le. Rejoignez-nous sur les réseaux. Et donc, pour terminer, et après je passe la main à nos super intervenants, vous êtes là ce soir pour parler d'accessibilité et du X, bien évidemment, et donc poser toutes vos questions à nos super intervenants passionnés. Et ben, je pense que ça promet d'être super intéressant. Donc voilà, je vais leur laisser la main maintenant. Je vais libérer l'écran et réinviter notre cinquième intervenant. Arrêtez le partage. Hop. Et il nous rejoint. Et voilà. Pour commencer, ce qu'on disait, c'est que ça pourrait être pas mal que vous nous donniez une petite définition de ce que c'est pour vous l'accessibilité numérique. Je ne sais pas qui veut prendre la main, mais allez-y. Je me lance et puis vous compléterez. Du coup, oui, parce qu'on ne sait pas forcément, donc là je vois il y a 83 participants, donc on ne sait pas forcément le niveau de connaissance que vous avez tous de l'accessibilité. Donc pour être un peu au fait là-dessus, sans en s'étendre non plus des heures, donc l'accessibilité web, c'est avant tout pour les personnes en situation de handicap. Et l'objectif, il est que avec des bonnes pratiques, avec plein d'améliorations, qui peuvent être techniques, qui peuvent être au niveau de l'UX, qui peuvent être au niveau du contenu, etc., de faire en sorte que les contenus puissent être disponibles, accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc en gros, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on ne demande pas quelque chose de très avant-gardiste ou quelque chose d'innovant ou je ne sais pas quoi. On demande juste qu'une personne en situation de handicap puisse accéder au contenu
quel qu'il soit, audio, vidéo. Ce webinaire, par exemple, on sait qu'il y a des petits soucis avec les sous-titres, désolé pour ça. Voilà, du texte ou autre, enfin, bref, qu'on puisse accéder à un contenu, qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse interagir avec, etc. etc. Voilà, je laisse, si jamais mes camarades veulent compléter. Non, très bien. Ah, on a perdu Frédéric, par contre. Benoît, tu as ton micro coupé. Benoît, on t'entend pas. Ouais, après 6 mois de confinement, toujours pas tous les micros. Oui, effectivement, ça a dit tout dit. L'idée, c'est de laisser personne au bord de la route et que tout le monde puisse accéder à toutes les informations, toutes les démarches, quelle que soit sa situation, son matériel, son handicap. Voilà, c'est vraiment prendre en compte chez tout le monde, absolument tout le monde. Et donc, bah, du coup, je sais pas, on peut peut-être aborder, on avait quelques petites thématiques qu'on avait en tête. On avait chacun nos petites thématiques. Moi, il y en a une, quand on en a discuté entre nous, qui nous semblait intéressante à aborder, c'était les tests utilisateurs. Donc, vous avez peut-être, là, dans l'Assemblée, vous avez peut-être beaucoup plus d'informations là-dessus. En ce qui concerne au niveau accessibilité, moi en tout cas, et c'est que mon expérience, j'ai souvent été confronté lorsqu'on a essayé de faire des tests utilisateurs, lorsqu'on a fait appel à des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, du test utilisateur, parce que c'est pas du tout mon métier, très peu, voire pas du tout, prenaient en compte des utilisateurs en situation de handicap. Donc j'ai eu des cas où les sociétés ou les prestataires me disaient ah oui, bah, vous nous dites les logiciels et puis on va les installer et puis on va faire comme les autres. Du coup, non, on leur a dit non, l'objectif, nous, il n'est pas de simuler, il est juste d'avoir des utilisateurs qui utilisent ces types de technologies d'assistance quotidiennement. Et donc, du coup, je ne sais pas, les seuls prestataires qu'on a trouvés, c'était des boîtes aux US, mais en tout cas, en France, on n'a pas trouvé. Et du coup, je ne sais pas comment, si vous avez déjà eu cette expérience-là de faire des tests utilisateurs avec des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez fait de façon, enfin, est-ce que ça a été fait artisanal en vous rapprochant d'associations, de contacts, voilà, ça m'aurait intéressé d'avoir ce retour-là. Moi, je peux y aller. Mon micro est activé. Alors, nous, à la DINUM, on a la chance d'avoir un pool, un groupe, je sais pas bien comment l'appeler, d'utilisateurs en situation de handicap. Donc, on peut faire tester assez simplement par plein d'utilisateurs différents, avec plein de handicaps différents outils, etc. Et je travaille également dans une équipe de designers, donc on a vraiment cette culture de faire tout tester absolument tout le temps. Donc c'est hyper simple pour nous de faire profiter à tous nos partenaires, tous les ministères de ces tests. Et donc ça fait vraiment partie c'est un peu ça qu'on essaie de diffuser, c'est cette culture du test permanente, y compris par des utilisateurs en situation de handicap. Je vais rebondir parce que nous, on est un petit peu aux antipodes. Chez Orange, on a déjà fait des tests utilisateurs avec des personnes en situation de handicap, mais c'était un petit peu de manière artisanale. On s'était rapproché d'associations qui nous avaient mis en contact avec des personnes qu'on avait invitées à faire des tests. C'était nous qui avions absolument tout organisé. C'est pas facile parce qu'en plus, personnellement, je connaissais pas la méthode pour faire des tests déjà de manière générale. Alors avec des personnes en situation de handicap, c'était encore plus compliqué pour nous. Et puis on se rapproche également beaucoup des employés pour faire des tests, puisqu'on a des employés en situation de handicap. Et on va les voir et on leur pose des questions, on leur fait essayer certains de nos outils et on leur prend leur retour directement. Mais c'est vraiment très artisanal pour le coup.
J'ai une première question qui est arrivée là sur le chat. Comment avez-vous constitué votre vivier d'utilisateurs? Alors, c'est une histoire de personne. Donc, c'est une personne qui s'est saisie du sujet, qui est non-voyante et voilà, c'est son réseau perso qui se met à disposition de l'administration quand il y a besoin. Donc, c'est un peu comme, ça ressemble un peu à un fonctionnement associatif où voilà, on appelle en fonction des besoins, suivant leur dispo, etc. Si je peux compléter aussi, ce qui va être important pour le panel d'utilisateurs, ça va être de faire en sorte d'avoir des personnes au handicap différents. Parce que bien évidemment qu'une personne malvoyante ou aveugle, déjà il va peut-être y avoir des différences entre leurs utilisations des différents outils. Elles vont peut-être pas utiliser les mêmes outils. Donc déjà il y a des différences entre elles, mais il y aura aussi des besoins et des contextes d'usage spécifiques qui seront différents pour des personnes malentendantes ou sourdes, etc., etc. Pour des personnes dyslexiques, on va avoir aussi tout un tas de problématiques qui vont être totalement différentes. Donc voilà, donc c'est important de diversifier son panel, en fait, comme toujours, mais là, du coup, particulièrement. Et moi, je voulais rajouter une autre chose. Ça, à plusieurs reprises, il m'est arrivé de trouver des personnes en situation de handicap qui ne se considéraient pas forcément comme telles dans le réseau d'utilisateurs qu'au début, on aurait pu considérer comme normaux, même ce n'est pas forcément le terme. Mais beaucoup de gens ne vont pas forcément se considérer comme des utilisateurs avec besoins spécifiques. Et en fait, en creusant, on va se rendre compte que ils utilisent la police en très gros. En creusant, on se rend compte qu'il y a finalement ils ont des besoins spécifiques sur certaines problématiques et que c'est finalement chez n'importe quel utilisateur qu'on trouve dans tous les jours, notamment chez les personnes âgées, par exemple, on va facilement trouver des remontées intéressantes à la question accessibilité. Après, pour répondre sur le vivier, même si tu as déjà répondu Benoît et la question était sur la DINUM, mais ça peut servir pour d'autres. En ce qui me concerne, quand j'ai sur une mission pour un client qui s'appelle Accor, nous on s'était rapproché de la mission handicap. Donc, je sais que toutes les sociétés n'ont pas ce type de structure, mais quand il y a une société qui est assez conséquente, généralement il y a une mission handicap. Et du coup, ça avait bien fonctionné de se rapprocher de cette personne-là qui gérait la mission handicap au sein d'Accor et qui ensuite a demandé à toutes les personnes, là encore pour aller dans le sens d'Anne-Sophie, qui étaient identifiées en situation de handicap, parce que tout le monde ne l'était pas, et nous ne le souhaitions pas forcément. Et donc du coup, en leur demandant, en leur indiquant qu'on avait besoin de faire des tests et que s'ils étaient volontaires, qu'on pouvait leur prendre quelques minutes, une demi-heure, une heure grand maximum, pour effectuer quelques tests avec eux, avec des scénarios préétablis. Mais là encore, c'était vraiment, je trouve, avec les moyens du bord, parce que, encore une fois, moi, j'ai pas du tout la casquette UX. Il y a sûrement des bonnes pratiques sur comment réaliser un test utilisateur. Et du coup, on a été un petit peu, voilà, on a fait un peu avec les moyens du bord là-dessus. Peut-être un dernier point qui me paraît, ça paraît comme ça peut-être évident, mais ne pas faire de test utilisateur sur un site où on n'a eu absolument aucune démarche d'accessibilité, parce que malheureusement, en fait, tout le monde sera frustré, que ce soit l'utilisateur, parce qu'en fait, il ne pourra pas faire grand-chose et il aura l'impression de pas forcément être utile. Et pour l'organisation, au final, ça apportera pas forcément grand-chose. Enfin, en tout cas, ça apportera des choses, mais qui sont des choses qui potentiellement peuvent être déjà identifiées dans les bonnes pratiques d'accessibilité, etc. Donc, autant essayer d'aller plus loin avec un test utilisateur que ce qu'on peut avoir dans les bonnes pratiques. Je crois qu'il y a des questions. Je vais la lire à tout le monde à voix haute. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire de la personnalisation sur un parcours
ou est-ce que cela est déconseillé car celui-ci doit s'adapter au plus grand nombre? Vaste débat. Mon avis personnel, il est qu'un site ou une application, par nature, ça devrait s'adapter au plus grand nombre. Donc on essaye de ne pas faire la version accessible, le lien dans le footer d'une version qui renvoie sur un contenu non mis à jour, tout ça. Mais maintenant, je pense que ça n'empêche pas de faire une version unique qui est la plus accessible possible, qui s'adapte au plus grand nombre possible. Et sur cette même version, s'il y a des besoins supplémentaires spécifiques, d'essayer de faire des améliorations. Après, à mon avis, il y a toujours ce souci qui est que une personne qui a des besoins spécifiques, elle n'attendra pas sur votre site ou sur votre application pour utiliser votre outil ou autre. Elle en aura besoin dès le démarrage de son ordinateur ou de son application. Donc, on peut faire des aménagements, bien sûr, supplémentaires, mais il faut juste garder ça en tête que voilà, ça doit juste être un complément et faire attention à ce que ça ne rentre pas en conflit avec des technologies d'assistance que l'utilisateur a déjà en place sur sa machine. Moi, je partage ton avis, mais j'ai l'exemple quand j'ai travaillé sur une application de lecture où sur la lecture, on peut avoir des besoins qui sont hyper contradictoires entre des personnes qui vont avoir besoin de contrastes forts, d'autres de contrastes faibles, des caractères plutôt gros, des interlignages gros, au contraire non. Et donc, typiquement, là, on est dans un truc où chaque personne aura besoin de personnaliser ses besoins. Mais ça reste le même parcours, finalement, pour tout le monde. C'est plus dans la personnalisation. Et je te rejoins que sur le parcours, il n'y a pas de sens de cacher des choses pour des utilisateurs pourquoi est-ce qu'ils iraient chercher au fin fond des options pour avoir un truc qui leur convient. Je vais apporter un petit complément sur le côté mobile. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des applications qui étaient accessibles, enfin, en tout cas, permettaient aux outils proposés par les différents OS, Android et iOS, d'être compatibles avec ces outils. Donc l'application, les développeurs avaient fait l'effort, mais il y avait des écrans qui sont beaucoup trop complexes pour être proposés, par exemple pour un lecteur d'écran, c'était beaucoup trop complexe, beaucoup trop visuel. Et dans ces cas-là, effectivement, je rejoins vachement l'avis d'Olivier, parce que sur le mobile, on peut, de manière très pratique, dire pour ce composant-là, si je détecte qu'il y a un lecteur d'écran qui est activé, eh ben, je peux proposer un écran, enfin, un design différent qui va être plutôt, pour le coup, adapté à la lecture par le lecteur d'écran. Donc, effectivement, sur le mobile, il y a cette notion on est capable de détecter quand un outil est activé, donc on n'a pas besoin d'aller demander à l'utilisateur d'aller dans les réglages faire ce petit justement changement. C'est une possibilité et c'est pour ça que je rejoins vachement l'avis d'Olivier. Ça dépend, il faut essayer de faire accessible au mieux et quand on ne peut pas de manière très sporadique, on peut faire des petits ajustements pour proposer quelque chose de mieux. Ah, on peut peut-être passer une autre question. C'est ce que j'étais en train de regarder. Du coup, je dois répondre une app e-commerce. Je connais des notions de bonne pratique, design, contraste, taille, typo, hiérarchie, tout ça. Avez-vous d'autres éléments à conseiller ou conseils à partager à ce niveau-là? Il y en a Bonne plein. question. C'est très vaste. Oui. Je vois une question de Carole Tonnelier sur une app e-commerce Oui, c'est ça. qui demande Ouais, On disait. je connais les notions, les bonnes pratiques design, contraste, taille, typo, hiérarchie. Est-ce que vous avez d'autres éléments ou conseils à partager? Un truc qui me vient en tête beaucoup pour les apps e-commerce, c'est quand il y a un choix entre plusieurs couleurs d'un élément ou plusieurs versions d'un élément. Et c'est souvent un truc où un utilisateur malvoyant ne saura pas ce qu'il est en train de choisir.
C'est un défaut que j'ai remarqué souvent sur le choix de la personnalisation des objets. Ouais, du coup, le truc d'accessibilité, souvent, ce qu'on va conseiller, c'est d'accompagner, en fait, de ne jamais faire passer l'information uniquement par la couleur, et donc d'accompagner par du texte, en explicitant beaucoup plus les choses, en reliant bien, si on est sur des schémas, en reliant bien les différentes zones des schémas aux légendes, ce genre de choses. Donc là, vous pouvez tenter de, par exemple, passer votre maquette en noir et blanc, et vous verrez facilement s'il y a des choses qui sont plus compréhensibles pour l'utilisateur. Après, je crois qu'on a préparé, ou on va préparer, ou on le fera plus tard, une liste de ressources. Il y a tout un tas de ressources avec, au-delà de bonnes pratiques, parce que c'est vrai qu'il y a des bonnes pratiques, mais il y a surtout des critères d'accessibilité. Et donc, il y en a qui concernent le code, et il y en a plein qui concernent aussi l'UI, l'UX, d'autres qui concernent le contenu. Donc, il y en a tout un tas qui concernent, là, pour la question, le design. L'objectif, c'est qu'on ne va pas vous renvoyer vers les WCAG, parce que c'est quand même un peu brut, comme c'est une spécification, donc on va pas vous envoyer sur un blog de X pages. Mais il y a différentes ressources qui ont été créées, où c'est un extract des WCAG qui sont les recommandations internet d'accessibilité à destination par profil. Peut-être, Benoît, d'ailleurs, c'est pas sur la PIDILA où il y a déjà des types de ressources comme ça, je crois, ou j'ai une bêtise. T'as ton micro coupé. C'est la dernière fois. Oui, alors c'est plus que des bonnes pratiques, c'est des critères, c'est des tests qui sont une obligation légale. Donc il y a aussi des bonnes pratiques, mais il y a surtout des obligations légales qui concernent beaucoup le code HTML et qui existent sous une forme un peu plus sexy que le RGA proprement dit. C'est la checklist PIDILA, effectivement. On vous enverra le lien. Si vous tapez sur votre moteur favori checklist PIDILA, vous devriez tomber dessus assez vite. Je vois une question assez intéressante qui est adressée à Olivier, mais je me permets de compléter. Il y a une personne qui demande par rapport à la certification OpQuest. La certification OpQuest, je ne peux que encourager à la passer, elle est géniale. Non, mais sans rigoler, vraiment, c'est vraiment bien, mais ça va vous donner en fait tout un tas de bases très solides sur tout un tas de domaines du web, y compris en accessibilité, mais aussi en sécurité, en performance, également en UX, voilà, sur les contenus. Voilà, c'est vraiment très complet à ce niveau-là. Mais ce n'est c'est déjà pas mal. C'est une très bonne base pour maîtriser les principaux risques de mauvaises expériences utilisateurs, mais dans un sens très global, en fait. Ce qui fait que ça va vous permettre effectivement d'acquérir de très bonnes bases, notamment en accessibilité, mais en soi, c'est pas une fin en soi, en fait. Si vous voulez aller beaucoup plus loin sur l'accessibilité, il existe tout un tas d'organismes de formation et tout un tas de formations qui vont s'adresser en fait directement, par exemple, aux UX et aux e-designers, aux chefs de projet, aux développeurs, aux intégrateurs, voilà, qui vont être vraiment spécifiques à l'accessibilité. Donc les deux se compléteront en fait très bien. Et j'en rajoute une petite couche sur OpQuest. C'est hyper bien de la passer, mais c'est encore mieux si les gens avec qui vous travaillez la passe, ça vous permet vraiment de partager le même langage, de parler de la même chose. Vas-y, Olivier. Non, c'était ça. Chloé, vous avez très bien répondu. D'autres à dire là-dessus. Moi, il y a une question que j'aime bien, c'est mon dada, celle-là. Que pensez-vous de l'outil audit d'accessibilité inclus dans Chrome, celui qui donne une note sur 100? Elle est hyper intéressante, cette question, parce que donc on parle de mémoire, c'est audit, et en fait, c'est le moteur Lighthouse derrière, sur son petit nom technique. Pourquoi ça apparaît en plein dans mon écran? La question. Ok, c'est bon. Et du coup, qu'est-ce que c'est? En fait,
tous ces types d'outils-là, ils sont hyper pratiques. Il faut juste avoir en tête que ces outils-là, ils se basent uniquement sur les tests automatiques. Donc, uniquement les tests de présence. Donc, ils vont aller regarder dans le code. Est-ce que l'élément, il est présent? Oui, non. Ça, je peux le savoir. Un outil, il peut le savoir. Donc, il va me donner une note. Par contre, en accessibilité, si on prend l'ensemble des critères d'accessibilité, souvent, on dit qu'il y a un tiers, c'est dû à peu près, mais en gros, qu'il y a un tiers des tests qui sont automatisables et tout le reste, c'est des tests qui demandent une expertise humaine. Donc, il faut faire très attention à ces... Ils sont très bien, ces outils, il n'y a aucun problème, mais il faut juste faire attention à l'usage qu'on fait du résultat de ces outils. En gros, il y a quelqu'un qui a fait un super article à ce sujet-là, mais j'ai plus le nom, mais qui avait fait justement une page qui avait 100%, enfin 100 sur 100 sur cet outil-là en accessibilité, et il avait mis exprès des énormes erreurs d'accessibilité sur sa page. C'est juste pour montrer qu'on peut passer tous les tests automatiques, qui sont qu'une minorité, et quand même avoir des gros soucis d'accessibilité. Donc, il faut plus l'avoir en mode, tiens, je m'assure que les choses automatisables sont OK, comme ça, je n'ai pas à moi à regarder, à perdre du temps là-dessus. Mais attention, il ne faut pas faire le raccourci. Si cet outil-là me dit que je suis à 100%, alors il n'y a plus rien à faire, c'est fini. J'ai une super anecdote un petit peu rigolote qui va dans ce sens. J'avais formé des développeurs à l'accessibilité il y a quelques années de ça, avant qu'ils démarrent leur projet. Et quand ils ont réalisé leur projet, ils m'ont demandé de faire un audit, ce que j'ai réalisé. Et en fait, il s'avérait que donc, je leur ai par exemple expliqué l'importance des alternatives textuelles sur les images quand c'est nécessaire. Et en fait, ils avaient rajouté des balises alt sur absolument toutes les images. Et en attendant de pouvoir les remplir, ils avaient écrit photo à l'intérieur. Et ils ont laissé des photos absolument partout. Donc, leur outil, effectivement, leur donnait une super note parce que c'était plutôt bien renseigné. Ils passaient tous les tests automatiques. Sauf que moi, quand je suis arrivé derrière faire des tests d'accessibilité, j'entendais Toto absolument sur toutes les images, ce qui était absolument mauvais de rire. Donc, je leur ai dit, c'est bien de vouloir faire les choses bien, mais il faut y penser, surtout une fois qu'on a terminé. L'outil, effectivement, ne donne qu'une première note, une première passe. Ouais, typiquement, ça peut être, quand Chloé parlait de ça sert à rien de faire des tests avec des vrais utilisateurs tant qu'on n'a pas fait la base, ça peut être ce genre de choses qu'on peut mettre en place avant d'aller voir des vrais utilisateurs. Si déjà un outil automatique, il n'y arrive pas, il y a forcément des choses à corriger. Mais clairement, c'est que le début du parcours, parce que toutes les notions de pertinence, ça ne va pas pouvoir être géré par un ordinateur. Par exemple, un texte alternatif sur une image, il y a des tonnes de manières de la décrire et un ordinateur n'est pas encore capable de juger si un texte, une alternative est pertinente ou pas. Et c'est qu'un exemple parmi beaucoup. Je vois une super question de Laetitia Prost sur, je la lis. Est-ce que c'est pas dangereux, entre guillemets, pour l'évangélisation d'aborder l'accessibilité sous l'angle du handicap? Clique dessus pour... Ah, pardon, pour la partager. Non, je peux la supprimer. Mais... Je ne peux pas mettre démarrer la réponse en direct. Voilà. Alors, j'ai bien envie de répondre, non, ce n'est pas dangereux. C'est quand même, au départ, l'accessibilité numérique, c'était quand même un droit pour des gens qui sont exclus en permanence de toutes les démarches. Donc, non, c'est pas dangereux. Après, on peut parler de design inclusif et de parler d'accessibilité. C'est pas du tout... c'est pas l'un contre l'autre. Enfin, il y a pas de. On peut parler des deux à la fois, mais en tout cas, on peut pas dire que c'est dangereux, nocif ou contre-productif. C'est presque l'essence même de l'accessibilité, de s'intéresser au handicap d'abord. Ouais, pour moi, le design inclusif, ça va être une aide qui va être utile à tout le monde. Alors que l'accessibilité, c'est juste indispensable. Si le site n'est pas accessible, c'est pas un manque de confort ou une personne ne pourra pas du tout accéder aux services ou aux produits.
elle ne pourra pas accomplir sa tâche, elle ne pourra pas avoir des droits. Et donc, c'est une nécessité. L'accessibilité, la chose, elle est accessible ou pas. On ne peut pas monter quelques marches alors que le design inclusif, on va inclure le plus de monde possible. C'est pas tout à fait finalement le même enjeu et la même démarche. Même si dans les deux cas, ça se regroupe beaucoup, il y a des choses similaires. Parce qu'on va chercher à penser plus large. Et puis pour compléter ce que vous dites brillamment, en fait, il faut avoir en tête que le mot handicap, c'est pas aussi un gros mot. Hein. J'ai bien vu que tu mettais entre guillemets dangereux, mais c'est vrai parce que souvent, en fait, ça peut mettre mal à l'aise parce que tout le monde n'est pas. Ça renvoie sa propre vision et sa relation avec le handicap. Donc ça touche un peu à l'humain forcément. Donc, mais faut pas, c'est pas un gros mot, c'est pas. Et puis l'accessibilité, comme disait Benoît, c'est avant tout ça. C'est avant tout pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr, après, il y a tous les fameux bénéfices induits, etc. Mais après, c'est sur le discours. Le discours, il peut, tant qu'on n'oublie pas les premières personnes concernées, moi, à mon sens, on peut ensuite aller sur d'autres discours sans promettre la lune, mais juste en expliquant que ça peut avoir des bénéfices induits pour d'autres personnes, mais il ne faut juste pas oublier la cible, en fait, c'est tout, la première cible. On peut peut-être passer à une autre question. Une dernière question qui est arrivée il y a 3 minutes, là, de Natacha Madeuf. Avez-vous des outils ou techniques d'UX préférés pour des projets accessibilité? Est-ce que vous voulez qu'on passe à la question de Natacha sur les outils et les techniques? Parfait. Je pense qu'on en fait. Mais... Je te laisse fermer la question en cours, Benoît. Je peux pas le faire. Pardon. La question de Natacha, c'est: avez-vous des outils ou techniques d'UX préférés pour les projets d'accessibilité? Certaines fonctionnent-elles mieux que d'autres? En ce moment, je réfléchissais justement aux personas. C'est un outil qui me manque beaucoup quand je travaille sur un projet où on ne s'est jamais posé la question de à qui il s'adresse, quels sont ses besoins et quelles sont ses motivations. Et en même temps, c'est un outil que je déteste parce que quand on a un persona, on a un personnage fictif en tête qui correspond déjà, c'est un homme ou une femme le plus souvent. Et du coup, il est très lisse et on oublie toutes les notions de handicap et de... Quand on n'a que 2 personnages sur un projet, c'est hyper compliqué d'avoir un personnage qui a un besoin spécifique et encore plus. Et en plus, on sait que le handicap, c'est une multitude de choses différentes. Donc, typiquement, c'est le genre d'outil dont j'ai besoin en tant que UX designer, mais je me demande comment on pourrait mieux les appréhender quand on travaille sur des projets d'accessibilité, parce que j'ai l'impression que, pour le coup, cet outil-là, il peut fermer des portes. Bon, du coup, j'apporte pas vraiment de réponse, juste qu'il travaille celui-là. Alors, il existe, enfin, ça résout pas le problème que je partage totalement avec toi. Mais il existe des personas qui... Alors, j'ai plus le nom, je mettrai la ressource dans la liste de liens. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne le remets pas, je suis désolée. Mais des personas en situation de handicap et avec toutes les spécificités, tous les contextes d'usage que ça engendre. Du coup, ça peut être assez intéressant, au moins pour se sensibiliser un petit peu aussi à la question, pour sensibiliser une équipe, notamment une équipe UX qui connaît du coup l'outil des personas, leur montrer ces personas-là. Mais effectivement, ça ne résout pas le problème de toute façon, un persona est réducteur. Enfin, voilà, comme tu disais, quoi. Une petite pour compléter sur le sujet du personnage, j'ai proposé à un de mes clients des attributs handicap, permanent, situationnel, temporaire. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ouais, en fait, ça va un peu dans le sens de ce qu'on dit, c'est que c'est... Enfin,
là, pour le coup, ça va sur le terrain de l'UX où je suis beaucoup moins familier, mais je peux que abonder dans le sens de ce qu'Anne-Sophie et Chloé ont dit. C'est que, à mon sens, niveau purement accessibilité, il n'y a pas d'utilisateur type. On ne peut pas réduire à un utilisateur type en disant mon utilisateur moyen, c'est ça. Et donc, du coup, bon, c'est déjà mieux d'essayer d'avoir cette segmentation-là, utilisateur permanent, situationnel, temporaire, plutôt que rien du tout. Mais je pense que la notion même de persona et de persona, elle est délicate sur le sujet de l'accessibilité parce qu'il y a trop de variantes et de variantes possibles, de combinaisons possibles. Et donc, on pourrait se perdre à essayer d'être exhaustif et ce n'est pas le but. On ne pourra pas adresser tout le monde. Donc, c'est délicat. Je n'ai pas tellement de très bonnes réponses sur ça. Moi, il y a un Et oui, Natacha. Vas-y. Je voyais que Natacha, elle enchaînait, est-ce qu'on peut avoir plus de personas En fait, oui, après, on peut en avoir autant qu'on veut, mais ça détourne un petit peu la méthodologie originelle, où un persona, il a une motivation, par exemple, et on peut avoir la même motivation et être aveugle, ou être sourd, ou être handicapé moteur. Ça n'a rien à voir, finalement, avec la motivation de pourquoi je viens sur ce site et comment est-ce que je veux... Enfin, si le comment, ça peut changer, mais le pourquoi je viens sur ce site est différent. Donc, c'est plutôt effectivement des choses qu'on peut rajouter en plus à nos personas, des habilités ou inhabilités pour réfléchir à nos parcours. Et en fait, il y a des outils, des jeux, j'ai vu, qui existaient où on a un jeu de cartes où à chaque fois on peut rajouter telle personne, elle est en situation de stress, ou ça permet de réfléchir autrement au parcours, un petit peu dans la même idée de ce que tu proposais, Chloé, sur les personas qui présentaient les différents types de handicap. Et un persona qui ne pourrait pas naviguer au clavier, moi, ça me semble intéressant quand même. Ça réglerait un paquet de critères. Enfin, voilà, quelqu'un qui se casse la jambe, ça ne va pas l'empêcher de naviguer, mais quelqu'un qui a le bras intégralement dans le plâtre et qui ne peut pas utiliser sa souris, s'il arrive à apprendre à naviguer au clavier et que les sites sont faits correctement, il pourra naviguer tranquillement. Et ça valide un paquet de tests de navigation au clavier. J'ai vu dans le chat que Marie-Cécile allait essayer de nous emmener sur le sujet de Facility. On va en parler un petit peu quand même. Parce que c'est un sujet. Et puis en tant que UX, alors je ne sais pas s'il n'y a que des UX là dans l'assistance, mais s'il y en a sûrement quelques-uns, vous pouvez être aussi amené à éventuellement envisager cette solution. Donc, quand on parle de Facility, pour être très clair, donc Facility, déjà, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. C'est une entreprise qui vend sa solution qui est une surcouche qui est censée apporter des bénéfices pour l'utilisateur. Donc, il y en a plein d'autres. Facility, c'est la plus connue en France. Ils ont fait des levées de fonds, etc. Mais il y en a plein d'autres qui existent. Il y a STCB, AudioEye, OUS, etc. Elles ont toutes la même particularité, c'est toutes des surcouches. Donc forcément, le discours marketing commercial est très bien rodé et séduit souvent les clients, parce que quand d'un côté, on vous dit il va y avoir une démarche de mise en accessibilité qui va vous demander de former toutes vos équipes, les développeurs, front et back, les UX, les chefs de projet, les décideurs, ça va prendre un peu de temps, ça va des fois quelques échecs, il va falloir faire des audits, etc. Versus ce type de solution où on vous dit, vous mettez une petite ligne de JavaScript sur votre site et vous êtes conforme. Et en plus, alors pas tous, hein, mais il y en a certains qui mettent en avant le fait qu'il n'y a plus aucun risque juridique grâce à ça, etc. Donc, je ne vais pas paraphraser, il y a Julie qui a fait, d'ailleurs je vois que l'article a été cité sur le chat, qui a fait un super article récapitulatif là-dessus. Voilà. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est que mon avis, et je ne veux pas non plus tirer sur ces outils-là publiquement,
Mais en tout cas, ces outils-là, ils ne dispensent pas de faire une démarche de mise en conformité. Ils ne remplacent en aucun cas une démarche de mise en conformité à accessibilité. Ça, c'est factuel. Et ils ne vous prémunissent d'aucun risque au niveau légal, que ce soit aux États-Unis où il y a des risques juridiques et financiers très importants. Il y a énormément de cas d'affaires où il y a des sites qui ont été attaqués aux US qui avaient pourtant ce type d'outils présents. Donc, il faut faire très attention sur ce qu'on fait de l'usage de ces outils-là et de se dire on le met et puis c'est bon, le problème il est réglé. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et puis juste pour finir là-dessus, il faut quand même que la base du site, de votre site, elle soit suffisamment conforme déjà et qu'il y ait suffisamment un travail. S'il y a un site qui a eu 0 effort d'accessibilité, vous mettez l'outil là-dessus, même si sur certains, ils indiquent qu'ils sont innovants, qu'il y a de l'IA, et là du coup il y a plein de buzzwords qui vendent du rêve, mais dans les faits, ça ne va pas magiquement modifier tout votre site et le rendre conforme. Donc voilà, si je pouvais juste faire en sorte de vous retenir un truc, d'être très prudent sur l'usage de ces outils. C'est que mon avis. Je vais compléter. Ah, bah vas-y. Ouais, je vais compléter parce qu'effectivement, ces outils-là vont être d'autant plus intéressants à l'avenir avec les nouvelles réglementations qui arrivent en juillet l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Les sites ont une obligation d'être accessibles, les sites et applications mobiles ont une obligation d'être accessibles. Donc, ça va être vraiment très intéressant de se diriger vers ces outils. Et je partage totalement l'avis d'Olivier. Il faut faire très, très attention. Ça ne vous dispense pas d'avoir une connaissance et une bonne base en accessibilité dans vos équipes. Et ça sera d'ailleurs d'autant mieux pour vous à l'avenir. Faire très attention avec ces outils. Et pour compléter un tout petit peu aussi, je suis totalement d'accord avec vous deux. Si on pense uniquement aux utilisateurs, le souci qu'on va avoir en plus, c'est que effectivement, peut-être quand on a eu une démarche d'accessibilité au préalable et qu'on met en place ces outils, effectivement, ça va peut-être apporter des petits plus. Mais il faut se dire que d'une part, les utilisateurs qui ont vraiment des besoins spécifiques comme des synthèses vocales, par exemple, des sous-titrages de vidéos ou des choses comme ça, ces utilisateurs-là, en tout cas pour les personnes qui ont besoin de synthèse vocale, elles vont déjà être équipées. Et c'est pas parce que vous rajoutez sur votre site un petit bouton qui va permettre de vocaliser qu'en fait elles vont s'en servir puisque elles l'ont déjà sur leur poste de travail et pour accéder à votre site, finalement, elles auront utilisé cette synthèse vocale. Et pour les personnes malentendantes, par exemple, ces outils-là, ils ne vont pas sous-titrer les vidéos. Donc, ou alors, s'ils le font, malheureusement, on sait que pour l'instant, le sous-titrage automatique, c'est pas assez correct en termes de résultats. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi à propos des outils de test automatique. En fait, c'est exactement la même chose. Ça va peut-être faire des choses automatiquement qui aideront peut-être quelques utilisateurs. Encore une fois, je ne dis pas le contraire. Mais toujours pareil, l'accessibilité, c'est aussi beaucoup une question de pertinence, comme vous disiez. Et cette pertinence-là, avec un outil automatique, c'est pas forcément évident de l'avoir. Rien ne remplace un humain pour ça. Je me permets, là, il y a une question où il y a eu quelques votes, un peu plus que les autres. Ouais, je l'ai vu, je voulais l'aborder justement. Voilà, je la trouve intéressante parce que ça m'intéresse aussi, du coup. Ouais. Je laisse je vais la lire, on s'en parle la même. Pour vous, qui doit porter le plus la démarche d'accessibilité dans l'équipe projet, chef de projet, designer, développeur, testeur, consultant externe. Alors, c'est une vraie question. Je vais répondre tout le monde pour commencer. Honnêtement, pour moi, c'est de tout à chacun en fait la responsabilité de porter l'accessibilité au sein d'un projet. Après, sur la réalité terrain, pour avoir audité un certain nombre de projets, ce qui marche plutôt bien, c'est designer-développeur.
En fait, quand le combo designer-développeur, les équipes, elles sont formées à l'accessibilité, généralement, en plus, c'est très bien vu dans ces équipes. Les designers, enfin, je pense que vous êtes beaucoup ce soir, et je pense que pour la plupart, vous savez de quoi on parle quand on parle d'accessibilité. Sachez que c'est pas le cas pour un développeur. Il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet. Et en fait, à partir du moment où le binôme est bien formé, bien souvent, ça attire le reste de l'équipe parce que c'est des besoins qui vont remonter au chef de projet. Ils vont toucher un mot au marketing. Ils vont réussir à convaincre le marketing, ne serait-ce que parce que ça va toucher plus d'utilisateurs, par exemple. Donc, effectivement, ce binôme, de mon point de vue, fonctionne plutôt bien pour porter l'accessibilité, en tout cas la voie de l'accessibilité, même si c'est la responsabilité de tout un chacun au sein d'un projet de faire de l'accessibilité et de pousser ça. Moi, j'aurais une réponse. Ah, pardon, vas-y, Anne-Sophie, tu veux peut-être. Ouais, je voulais compléter aussi. Pour moi, il y a deux niveaux. Il va y avoir l'accessibilité by design, où si on pense à des fonctionnalités qui sont inaccessibles, inhérents, juste parce que justement c'est entièrement visuel et qu'on pense jamais à l'alternative, dès le départ on est foutu entre guillemets. Alors que si on réfléchit par exemple pour un projet de cartographie, il y a plusieurs évidemment ça va être très visuel, on va proposer une carte avec des éléments mis en avant, etc. Mais on peut aussi réfléchir à comment est-ce qu'un utilisateur non-voyant peut récupérer ces informations. Donc il y a le haut niveau, mais si derrière, côté développement, les développeuses et les développeurs, si elles n'ont pas de compétences en accessibilité et que tout ce qui est pensé en amont est mal conçu, ça sert juste à rien. Donc, les développeurs et développeuses, c'est sûr qu'ils sont le maillon indispensable dans une démarche d'accessibilité, parce qu'on a beau penser en amont, si c'est pas techniquement fort derrière, ça marchera pas. Mais il y a aussi des choses où, si on y pense avant, dès le début dans le projet, donc ça concerne le chef de projet, les designers, vraiment la visibilité, le produit en lui-même, ce sera mieux sur du long terme et ça évitera de devoir tout casser si vraiment on veut rendre le produit accessible. Dire bah non, c'est pas possible. J'avais un projet qui avait fait la démarche en fait de calculer un product owner qui avait fait la démarche de calculer le surcoût. Je mets des gros guillemets derrière le mot surcoût, qui avait coûté la mise en accessibilité de son projet entre d'un côté une version Android iOS, d'un côté une version iOS qui avait fait l'effort dès le départ. Et donc en gros, c'était complètement dans l'épaisseur du trait, ça n'avait rien coûté de plus, puisque de toute manière, les développements étaient faits accessibles. Et de l'autre côté, une mise en accessibilité a posteriori, qui pour le coup a coûté quasiment 10%, je crois, du prix total du projet, parce qu'ils ont dû complètement, c'est ce que tu disais Anne-Sophie, refaire la partie technique, parce que rien n'était compatible avec les outils qui existaient sur Android. Donc ils ont dû complètement revoir leur technique. Donc c'est très intéressant comme remarque, le surcoût en fait entre la différence entre une prise en compte de l'accessibilité par toutes les équipes dès le départ, et puis on le fait à un instant T, rendre accessible son produit. J'avais une réponse un tout petit peu différente là-dessus. Je suis d'accord avec vous, bien sûr, sur l'ensemble de la chaîne, mais s'il fallait en choisir qu'un, en fait, je dirais que c'est le décideur, c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a le budget, c'est lui qui doit être responsable de l'accessibilité, qu'il faut sensibiliser au sujet, et c'est lui qui pourra du coup embarquer toute l'équipe. Parce qu'au final, on se retrouve trop souvent avec des gens de très bonne volonté, développeurs, UI, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, de mettre les critères en place, etc. Et qui, à un moment, vont être confrontés à un mur qui va être ouais, mais les délais, ouais, mais ça, on n'avait pas planifié, ça, on ne l'avait pas prévu, etc. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été assez anticipé, prévu, etc. Donc, c'est pour ça que moi, de plus en plus, j'ai vraiment l'impression que la clé pour que ça fonctionne, c'est avant tout les décideurs.
il faut adapter son discours pour eux, mais c'est ceux qui ont l'argent, qui ont le budget, qui vont permettre de vraiment avoir des effets positifs sur l'accessibilité, parce qu'ils vont embarquer tout le monde. Je dirais même encore plus en amont, du coup, au niveau des formations. Ne serait-ce que de former les professionnels du web et futurs professionnels du web à l'accessibilité, en fait. Rien que ça, déjà, ils pourront intégrer tout un tas de bonnes pratiques, de toutes les guidelines d'accessibilité. Ils pourront l'intégrer à leur quotidien, en fait. Et rien que ça peut... on parlait d'éventuels surcoûts. Voilà, ça peut faire gagner aussi beaucoup. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur les décideurs. C'est hyper important qu'eux aussi soient sensibilisés au sujet. Je voudrais rebondir, Olivier, parce qu'il y a un truc une réflexion que je me suis posée, c'est que pour moi, quand je conçois un produit, l'accessibilité, ça fait partie de la qualité en fait de base de ce que je veux faire. Je ne me pose pas la question. Et en fait, je ne pose pas la question aux décideurs non plus, dans le sens où je ne leur demande pas, par exemple, quand je développe, qu'ils doivent faire des tests. Je fais mes tests. Et ça fait partie du bon sens dans un développement projet, dans un développement produit, dans un développement tout court d'ailleurs. Je fais des tests. Et de la même manière que je fais des tests pour m'assurer que mon code fonctionne, je fais mon code accessible. Je leur laisse pas le choix. Et honnêtement, j'ai la chance aujourd'hui de travailler sur un projet où toute l'équipe de développement et de designers également partagent ma vision. Et en fait, on n'a absolument pas laissé le choix aux décideurs. On leur a dit dès le départ, le produit sera accessible parce qu'on va faire la qualité de code nécessaire pour que ça soit accessible. Donc, quand on nous demande, par exemple, de faire un chiffrage sur une fonctionnalité, automatiquement, à l'intérieur du chiffrage, il y a la composante accessibilité. Ça fait vraiment partie de la qualité de base qu'on veut fournir. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette notion de quand je développe, je fais des tests automatiquement. Quand je développe, je fais de l'accessibilité automatiquement. Je me pose même pas la question. Et si on arrive à avoir, à travers les formations aussi, Chloé, tu l'as très bien dit, à travers les formations, si on arrive à sensibiliser un maximum de personnes à l'accessibilité, ça va devenir un automatisme en fait lors du développement, lors du design. Mais par contre, je suis d'accord, aujourd'hui, dans la réalité terrain, c'est ceux qu'on les trouve souvent qui les étudient. Et juste pour préciser, après je pense qu'on passera sur les autres questions, mais pour préciser, je suis d'accord avec toi quand un UI designer ou un UX designer ou un développeur, quand il sait, entre guillemets, correctement faire les choses par rapport aux critères d'activité ou d'autres choses, par rapport à d'autres thématiques, on ne va pas lui demander d'être schizophrène et se dire « Ah non, sur ce projet-là, on ne l'a pas vendu, du coup, tu codes n'importe comment ou tu fais ton UX n'importe comment parce que là, c'est pas vendu. » Effectivement, dans des devis ou dans des bons de commande, tu vas pas mettre une ligne accessibilité ou une ligne qualité et tu prends ou tu prends pas. On est d'accord, ça va être inclus. Et c'est souvent, en fait, ce qu'on dit, c'est que tu ne vends pas la qualité ou tu ne vends pas l'accessibilité, mais par contre, tu vas vendre l'assurance de l'accessibilité ou l'assurance qualité. Tu vas vendre le fait que tu vérifies, tu as mis des process pour vérifier à toutes les étapes que ça soit bien en place. Et c'est ça que tu vas vendre et que le client doit comprendre. Et pas effectivement cette option qu'on peut voir des fois, tu prends ou tu prends pas le SEO, non, on va prendre le SEO, en fait, t'as pas trop le choix, quoi. Complètement. Je pense on est déjà à 1 heure de webinaire. Je vous propose qu'on passe sur d'autres questions parce qu'il y en a d'autres intéressantes aussi. Notamment une de Hugo, il y a eu des bots dessus. Hugo Lager, je sais pas comment on dit. Qu'est-ce qui va changer? Commence la suivante. Qu'est-ce qui va changer au niveau de la loi en juillet? Je vous laisse répondre du coup. Alors, si je veux pas dire de bêtises parce que je l'ai lu un peu en diagonale, mais il y a un décret qui complète la loi de l'égalité des chances, si je ne dis pas de bêtises, de 2005, qui a été voté l'année dernière, qui sera appliqué au 21 juillet 2021, si je ne dis pas de bêtises, et qui demande à l'intégralité des sites
Internet accessible au public et l'application mobile d'être accessible sous peine d'avoir une amende, je crois, de 20 000 € par an pendant les 3 premières années, je crois. Enfin, après, voilà, j'ai lu la loi un peu en diagonale, donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais effectivement, je vous fournirai le lien du décret qui est très intéressant de lire, parce qu'il nous concerne tous pour le coup. Alors, je crois que l'échéance de juillet, ça concerne les applications mobiles. Ah oui, exact, c'est pour ça. L'obligation d'accessibilité des sites Internet, intranet, extranet, outils métiers, enfin tout ce qui passe par un navigateur web est déjà censé être accessible depuis 2009. Ce qui a changé en 2019, c'est l'obligation d'afficher cette conformité dès la page d'accueil sur toutes les pages, de mettre en place un processus décisionnel à un schéma pluriannuel de mise en accessibilité, des plans annuels de mise en accessibilité sur 3 ans. Voilà, c'est tout le volet com, le volet formation, le volet marché, le volet... c'est là où je rejoins Olivier sur s'il y en a qu'un à décider, s'il y en a qu'un à former, c'est le décideur, c'est lui qui va dire on va former les développeurs, les designers, c'est lui qui va former ses chefs de projet, c'est lui qui pourra pas dire non, j'ai pas d'utilisateur handicapé, qui pourra pas dire le RGA, on s'en occupera plus tard, ça va servir à remplir le backlog. Et ça, c'est déjà en vigueur et c'est déjà une obligation. Je vais reprendre une question. Attends, est-ce que je peux prendre ça du coup? Hop. Les normes WCAG W3C sont-elles des références suffisantes pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap? Donc, les WCAG, les Web Content Accessibility Guidelines, les recommandations internationales d'activité, sont une spec des W3C et sont une référence, c'est une très bonne ref, pour avoir un premier palier d'accessibilité. Donc, c'est un super outil, la conformité au WCAG. Il faut juste déjà l'atteindre. Donc, les WCAG, elles sont en 3 niveaux d'exigence, niveau A, niveau AA et niveau AAA. Donc, le niveau qui est recommandé en France via le RG2A, c'est le niveau AA, et au niveau de toute façon international, c'est le niveau AA. Donc, déjà atteindre cet objectif-là, il est super. D'être déjà conforme au WCAG niveau AA. Et après, il faut compléter tout ça avec des tests utilisateurs en situation de handicap pour essayer d'aller un peu plus loin que les WCAG qui ne peuvent pas non plus tout couvrir. Ça couvre déjà beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas non plus tout couvrir. Donc, c'est un super outil, les WCAG. Et je précise que sur le W3C, on m'avait déjà posé la question, un site peut être valide selon la spec du W3C. Donc, il y a un validateur W3C qui existe, qui va regarder le HTML, en fait, le code vraiment de votre page. Vous pouvez être valide au W3C et avoir quand même des problèmes d'accessibilité. Donc, il faut faire attention à ça. Pour le coup, c'est deux sujets différents. Mais on vous encourage à être conforme au WCAG et conforme au W3C, qui peut le moins peut plus. Et je précise juste pour éviter la confusion, le RG2A, donc c'est le référentiel général d'amélioration d'accessibilité, c'est une méthode d'application des WCAG. C'est le référentiel qui fait foi en France. Donc, c'est 2 documents différents qui traitent du même sujet, mais qui ne servent pas le même c'est pas le même public ou le même usage. Anne-Sophie, alors Anne-Sophie m'entend pas, mais Anne-Sophie, t'as ton micro coupé, on voit tes lèvres bouger, mais...
elle ne parle plus. Du coup, elle- Et je crois que je suis pas sûre, je crois qu'elle a un tout petit décalage. Non, mais même elle avait son micro coupé. Oui, il y a le micro coupé, oui. Je sais. Sinon, on peut peut-être prendre il y a une question. Tac, celle-là. Avez-vous des guidelines particulières pour les utilisateurs porteurs de handicap cognitif? Pas à ma connaissance. En fait, je sais que les WCAG là-dessus sont un peu, les fameuses recommandations internationales sont un peu légères sur ce sujet-là parce que c'est pas forcément le plus évident à adresser. Mais du coup, là, j'aurais peut-être camarades dans d'autres ressources. Là, moi, j'aurais pas plus d'infos là-dessus sur ça. Alors, une des choses qui va être pas mal pour le handicap cognitif, effectivement, comme tu dis, c'est pour l'instant, enfin, ouais, c'est un peu plus pauvre que pour d'autres situations de handicap, les guidelines qu'on peut avoir. Mais il y a des choses notamment qui vont énormément aider sur le fait d'avoir des textes aérés, notamment le fait d'avoir des interlignages suffisants, des lignes pas trop longues. Sauf erreur, on conseille maximum 80 caractères par ligne et idéalement dans les 60, si je ne me trompe pas. Arrêtez-moi si je me trompe, peut-être que je me trompe. Non, c'est ça. Mais c'est du niveau triple A de mémoire. Ouais, c'est du niveau triple A, effectivement, mais ça va aider, notamment sur le handicap cognitif. Et le fait de... pour l'utilisation de pictos, par exemple, ce genre de choses, ça va être le fait d'utiliser des pictos qui sont connus, enfin assez connus par les utilisateurs, et toujours pareil, accompagnés au maximum de texte. Voilà, pour que les utilisateurs aient le choix de se repérer entre ce qu'ils préfèrent, entre le texte et les pictos. Après, il y a aussi tout ce qui est FALC, facile à lire et à comprendre, qui va aussi aider pour ce type de handicap. Si vous avez d'autres choses qui vous viennent. Non, c'est Ouais, ça. Pardon, vas-y. Ça va très bien sur le contenu. Je suis désolée. Je pense que je lag et du coup, je coupe la parole de tout le monde. Je suis pas insupportable dans la vraie vie. T'inquiète. Mais oui, ça tourne beaucoup autour du contenu et de... typiquement, c'est intéressant parce que ça va, en travaillant le contenu et en le rendant accessible, simple et clair, c'est le genre de choses qui peut aider beaucoup d'utilisateurs et pas seulement les utilisateurs en situation de handicap. Même si pour les handicaps cognitifs, on va aller beaucoup plus loin par l'usage de pictogrammes, par des phrases très courtes, très découpées, qui au contraire peuvent être difficiles à lire pour d'autres personnes. Donc c'est aussi un exemple où il va falloir jongler entre les deux et peut-être offrir des options de personnalisation pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Je ne sais pas s'il nous restait des questions auxquelles on n'a pas répondu. Il y avait une remarque assez pas mal de Natacha Madoff qui dit qu'il y a plein de critères 3A, donc ceux notamment qui peuvent concerner les handicaps cognitifs, ils ne sont pas compliqués du tout à implémenter, donc allons-y, quoi. Le seuil minimal pour entrer, c'est évidemment les premiers critères, mais il y a des choses qu'on peut faire extrêmement simplement et qui rendent beaucoup de services. On n'a pas répondu sur le vocal. Je ne la trouve plus. Quelqu'un qui demandait si le vocal, c'était une opportunité de rendre des parcours adaptés à tous. Et je ne suis pas sûre, parce que typiquement, j'imagine qu'on parle des Alexa et des commandes vocales, etc.
par design, ça me paraît pas accessible à des personnes qui ont des troubles d'élocution. Si on parle de handicap et si on parle de design inclusif, ça va pas être accessible aux personnes qui ont un accent fort ou qui parlent pas bien la langue demandée. Et donc, je suis pas sûre que ce soit plus simple pour tout le monde. Il y a effectivement des gens pour qui ça va faciliter, mais pas à tous. Juste pour compléter là-dessus, effectivement, alors, si la personne elle est encore là, il ne faut pas hésiter à nous préciser si c'était bien de ça dont on parlait, mais parce qu'il y a aussi dans le vocal la possibilité de s'adresser à son téléphone ou de s'adresser à son ordinateur pour, par exemple, réaliser une réservation directement. Donc, sur Google, par exemple, vous avez cette option-là où vous pouvez activer le micro et qui va permettre d'effectuer votre recherche juste en dictant votre recherche, ce qui peut faciliter certains usages plutôt que d'éviter de taper la recherche ou autre. Donc, dans certains cas, ça peut être effectivement ça peut être utile, mais effectivement, Anne-Sophie, tu as des bonnes limites là-dessus. Dans d'autres cas, enfin voilà, c'est pas magique non plus, mais si c'est facile à mettre en œuvre, je pense qu'on peut essayer, mais il faut pas non plus se reposer entièrement là-dessus. De toute façon, pour le coup, ça va être un principe d'accessibilité de base, qui va être que, enfin, faut surtout pas que la seule façon de faire l'action, ça soit par ce moyen-là, quoi. On a forcément une alternative. Si en complément, pour certains utilisateurs, ça peut les aider, tant mieux. Il y a une question intéressante aussi, alors ça touche à un domaine un peu particulier, autour des interfaces augmentées de Laetitia Prost. Les interfaces augmentées posent de nouvelles questions d'accessibilité, comment les traiter? Est-ce que vous connaissez des personnes, groupes, sociétés qui s'y intéressent? Olivier, tu as ton micro. Ouais, non, pas pour ma part. J'ai jamais encore travaillé là-dessus. Est-ce que j'aurais des ressources pas là comme ça en tête? Donc là, pour le coup, je ne vais pas tellement vous aider. J'en ai pas non plus pour le coup. On essaiera de vous trouver quelques ressources pour aller plus loin dans la réflexion là-dessus. Est-ce que ça se rapproche pas des problématiques dans le jeu vidéo aussi, le côté immersif? En fait, ça pose forcément des problématiques. Il y a forcément, oui, des nouvelles questions qui vont être sur ça peut être sur des déficiences auditives ou en fait, tout dépend du type d'interface aussi, et de l'expérience qu'on est en train de créer avec ça. Mais ouais, pour le coup, il faudra creuser, je pense, à ce sujet-là. Il y en a une qui peut être intéressante de Natacha Madoff. Y a-t-il des problèmes d'accessibilité peu communs que vous avez déjà rencontrés d'un point de vue UX purement? Et quelles étaient les solutions que vous avez trouvées? Peut-être plus de retour d'expérience de votre part. Olivier, on t'entend pas. C'est mieux avec le micro. J'ai fait une Benoît. Ouais, j'ai eu quelques cas UX, ça a fait grand débat. C'était au sein d'Accord. S'il y a des gens dans la salle d'Accord, j'espère qu'ils n'en voudront pas. En fait, c'était sur les actions, je sais clarifier, sur les actions attendues par l'utilisateur, à savoir les différentes actions attendues par l'utilisateur. À savoir que souvent, il recommandait d'avoir le moins de clics possible, le moins d'actions possible par l'utilisateur. Et moi, niveau accessibilité, par exemple, je demandais de dissocier la sélection, je choisis quelque chose, de la validation.
Et souvent, ils disaient, ouais, mais là, du coup, l'utilisateur, il va devoir faire 2 actions. Il sélectionne et ensuite seulement, il va valider. J'ai 2 actions, alors que moi, niveau UX, c'est mieux pour moi il sélectionne et ça envoie direct le choix. Et donc, du coup, ça, on a dû essayer de le challenger un peu, parce que le souci principal au niveau accessibilité, il était que, selon le cas de figure, bien sûr, tu peux avoir envie de faire juste une sélection et puis peut-être te dire ah ben non, en fait, c'est pas celle que je voulais, parce que la sélection t'a permis de, si tu utilises un lecteur d'écran, de vocaliser l'élément et de te dire ah en fait non, c'est pas cet élément-là que je veux, donc je vais en sélectionner un autre. Et du coup, si ça déclenche directement le formulaire, la validation ou l'envoi du service, ça va poser problème. Donc au niveau UX, j'ai souvent eu ce type de cas de figure. D'un côté, on essaye d'améliorer l'expérience utilisateur, réduire le nombre de clics d'interaction. Et de l'autre, moi, j'étais plutôt, en fait, on va essayer de simplifier qu'est-ce que l'utilisateur il doit faire. Là, il doit sélectionner, il doit choisir, il le fait, et ensuite seulement il valide. Et du coup, quelle solution on a trouvé je crois qu'ils ont réussi à m'écouter à la fin, parce qu'on a réussi ils ont réussi à comprendre. Ça marche pas tout le temps, mais ils ont réussi à comprendre que dans ce cas de figure-là, qui était un peu particulier, dans d'autres cas de figure, je pense que ça peut peut-être se justifier, mais là, on était purement dans, pour prendre un cas concret, le moteur de réservation. Vous allez choisir des listes de suggestions quand vous commencez à taper, par exemple, TOL, vous allez avoir, ou TOU, vous allez avoir Toulouse et plein d'autres villes. Vous allez choisir cette ville-là, mais du coup, que je ne vous envoie pas directement sur voilà tous les hôtels à Toulouse. Parce que le reste du formulaire, c'était le choix de la chambre, enfin le nombre de personnes, etc. Et vous avez peut-être envie de poursuivre d'abord votre formulaire, votre sélection, avant d'être envoyé tout de suite sur cette information-là. Donc du coup, là-dessus, on avait réussi quand même à s'accorder. Pas d'autres retours d'expérience de vous? J'ai une question pour toi, Benoît. Est-ce que tu sais s'il est prévu que les guides synthétiques... Ah oui, toutes les ressources, les excellentes ressources qui étaient sur le RG2A 3, il y avait énormément de ressources, guides contributeurs, dev, etc. Est-ce qu'il est prévu que ce soit mis à jour avec le RG2A 4, donc avec la nouvelle version? Alors, c'est pas prévu, non, tout de suite de les mettre à jour. Elles restent néanmoins valables. C'est quand même quasiment, à part le développeur qui est un peu spécifique, toute la partie décideur, conception, rédaction, enfin, faire des documents accessibles, des PDF, voilà, toutes sortes de choses. Tous ces documents-là, ils restent évidemment valables en RGA4. Il n'y a pas de... Si on suit ces guides, on sera toujours conforme au RGA4, il n'y a pas de problème. À part modulo les critères pour les développeurs, mais sinon, pour tout ce qui est méthodologique, il n'y a rien qui change. Et je vois qu'il y a une autre question adressée à la DINUM aussi, sur le téléservice des dépôts des déclarations d'accessibilité. Alors, c'est prévu. Après, je ne sais pas dire de délai, court, moyen terme. Je dirais bien qu'est-ce que c'est court terme, qu'est-ce que c'est moyen terme, mais c'est prévu. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Il y avait une remarque que j'ai vu passer sur le chat je trouve super intéressante. C'est un des sujets qu'on voulait aborder un peu ce soir. C'était malheureusement, il y a rarement des matières accessibilité dans les écoles de design numérique en France. Oui, je pense que oui, c'est clairement un problème. Ça marche aussi pour le dev. Hein. Et c'est pour ça que typiquement, on fait ce genre de table ronde ce soir. C'est aussi pour discuter du sujet, parce que c'est important. Et plus il y aura de personnes qui le connaissent, plus on pourra aller en discuter dans les écoles, justement. Je sais que Chloé, par exemple, tu as plein d'étudiants et je suis sûr qu'ils sont tous au courant du sujet. Donc oui, non, clairement, c'est un vrai problème et
Et c'est pour ça qu'il faut continuer d'évangéliser, je vais utiliser le terme. Ouais, et je crois que j'ai reconnu quelques noms de mes étudiants d'ailleurs. Salut. Mais oui, tu as raison, Frédéric, il y a un vrai problème au niveau des développeurs. Ouais, les designers sont moins sujets. Je vais essayer de formuler ma phrase de façon compréhensible. Les designers ont un vrai. Quand on fait de l'UX, par essence, on doit s'intéresser au handicap et l'utilisateur handicapé. Donc, la sensibilisation, elle me paraît assez simple. Enfin, en tout cas, assez simple, effectivement. Alors qu'un développeur, il doit changer sa façon de travailler, il doit changer sa façon de faire du code. Ça doit vraiment être, c'est vraiment un travail plus compliqué. Et effectivement, aujourd'hui, recruter un développeur qui est formé à l'accessibilité, c'est un vrai challenge. Enfin, nous, on a fait des campagnes de recrutement il n'y a pas longtemps et on a vraiment eu du mal à trouver des gens, même formés, même qui mentionnaient qui avaient connaissance du sujet. Donc, la formation des développeurs est clé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je mettrais juste un tout petit bémol sur quand tu dis que les UX et les UI ça va un peu de soi. C'est vrai que ça va un peu de soi, mais malheureusement, ils n'ont pas forcément de modules ou de cours accessibilité dans leur formation. Et du coup, moi, je me suis retrouvée devant certains étudiants qui tout simplement ne s'imaginaient pas, en fait, ne serait-ce qu'une personne aveugle puisse naviguer avec un lecteur d'écran sur l'outil informatique, sur le web, sur le mobile. Donc, en fait, même pour ces publics-là, UX/UI, il y a quand même un petit travail au moins de sensibilisation à faire, puis de formation. Mais voilà, il peut y avoir des méconnaissances aussi. Ouais, je te rejoins totalement, Chloé. On ne peut pas designer pour des utilisateurs qu'on ne connaît pas. Et si en tant que designer, on ne sait pas comment les personnes utilisent Internet et toutes les manières différentes qu'il existe d'utiliser Internet, on ne peut pas vraiment designer pour elles. Et quand on travaille dans le domaine de la startup tech avec que des produits pour la Silicon Valley, pour des hommes blancs de 30 ans, on n'a pas forcément une bonne vision de qu'est-ce que ça peut être un usage différent des outils numériques ou des compétences différentes. Parce que dans l'accessibilité, il y a aussi l'accès à l'outil informatique, dans quelle mesure on sait l'utiliser, et ça aussi, ça ne va pas de soi. C'est vraiment indispensable déjà de connaître les différents contextes d'usage possibles qui sont hyper variés. Mais voilà, avoir au moins une vision de ça, c'est vraiment super important pour pouvoir aussi travailler pour ces personnes. Et on en revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure, Anne-Sophie, sur les personas et le fait qu'ils peuvent effectivement être plus ou moins des stéréotypes, du coup. Comme tu dis, l'homme blanc de 30 ans. Et malheureusement, ça peut effectivement aussi nous conduire à potentiellement oublier certains autres utilisateurs, du coup. Je reboucle sur ce qu'on disait au début. J'en profite du coup parce que après on va pas tarder à être sur la fin, je crois, mais du coup ça me fait penser à une autre réflexion qui est souvent on peut avoir la question en face qui est l'accessibilité, ça concerne combien de personnes et on a besoin d'avoir une représentation. Alors on a des chiffres, il y a des chiffres de l'INSEE en France, on a des chiffres de l'OMS au niveau mondial, on sait que c'est généralement entre 20 et 25%, mais souvent en face, le problème avec ça, c'est que selon le décideur, selon la personne en face, le chiffre ne va jamais être suffisant pour justifier un budget ou pour justifier... parce qu'au final, bien sûr, on parle d'une minorité de personnes, mais il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas penser l'accessibilité
par le nombre d'utilisateurs, mais juste parce que déjà c'est un droit, parce que c'est une obligation légale, et il faut essayer de sortir de ce discours-là, de juste faire par rapport aux chiffres, de juste faire par rapport à essayer de cibler. Moi, j'ai déjà eu le cas, on m'a dit non, mais on va faire que les lecteurs d'écran, parce que globalement, ils sont quand même beaucoup sur les lecteurs d'écran. Bah oui, mais en fait, il y a plein d'autres personnes, du coup, que tu vas exclure. Donc, à essayer des fois de trop identifier les utilisateurs ou de les mettre derrière des personas, ou etc., on risque forcément d'en oublier plein. Donc, l'objectif, il est d'essayer d'aller le plus large possible et de pas se limiter par rapport à des chiffres ou autres, et de se dire, non, mais on fait, comme tu disais, je crois, Anne-Sophie, effectivement, quand on fait de l'UX, dans l'UX, je crois, il y a le mot utilisateur, c'est avant tout des utilisateurs, quoi. Donc, ils sont en situation de handicap, mais ils sont utilisateurs. Et puis, voilà, pour compléter, aussi une chose qu'on n'a pas, peut-être pas dite, ou en tout cas pas assez insisté, on a souvent la remarque de oui, mais de toute façon, moi, vu le produit, le service que je propose, je n'aurai pas de personne en situation de handicap comme utilisateur. Alors, en fait, dites-vous qu'une personne en situation de handicap, c'est avant tout une personne qui a, comme tout un chacun, une vie, qui voyage, qui fait du sport, qui se nourrit, qui va à sa banque, etc., etc. Enfin, bref, c'est une personne, en fait, avant tout. Donc, elle a, potentiellement, elle fait exactement la même chose. Enfin, en tout cas, elle a envie de pouvoir faire exactement la même chose que n'importe qui. Et malheureusement, si le site web ou l'application mobile n'est pas accessible, ça pourra potentiellement l'empêcher de le faire. Alors qu'on sait que ces outils-là peuvent au contraire être vraiment une vraie source d'accès à tout un tas de choses pour le coup. Je ne sais pas, vous prenez le fait de pouvoir faire ses courses en ligne par du drive ou quoi que ce soit. Imaginez une personne malvoyante pour essayer de se repérer dans une grande surface qui est super grande et dont les rayons changent tout le temps. C'est juste une horreur, en fait. Donc, c'est beaucoup plus simple d'aller sur un drive s'il est accessible. Et pour le coup, ça peut être une réelle opportunité. Bref, c'est un exemple de la vie courante, mais voilà, dis-nous que c'est vraiment le cas pour n'importe quel site. On ne peut pas se dire qu'on n'adressera pas, qu'on n'aura pas de personnes en situation de handicap dans nos utilisateurs. Et juste pour compléter, souvent quand on entend cet argumentaire aussi, c'est moi quand je l'entends, la remarque qui se pose, la question qui se pose souvent, c'est mais en fait vos utilisateurs, là, parce que c'est un gros préjugé, c'est-à-dire j'ai pas de clients handicapés. Déjà, est-ce qu'ils ont le moyen de vous dire qu'ils ont un souci d'accessibilité? Parce que souvent le formulaire de contact, il n'est pas conforme, il n'est pas accessible. Le numéro de téléphone, il n'y a qu'un numéro de téléphone, donc du coup je suis malentendant, je fais comment pour appeler, l'email il n'est pas valide, etc. Donc souvent, on se dit non, mais de toute façon, il n'y a personne qui se fait jamais plaint ou j'ai pas eu. Oui, déjà, si on leur donne pas un canal disponible, et d'ailleurs, c'est une obligation en France pour les services clients, il faut qu'il y ait de la LSF, il faut qu'il y ait du LPC, etc. S'il n'y a pas des canaux de discussion divers, il ne faut pas qu'il n'y ait qu'un seul disponible, forcément, ça se pose un souci. Et puis, il y a aussi un côté d'inclusivité. Souvent, quand on parle des décideurs, on a l'impression que les personnes en situation de handicap, c'est un truc un peu abstrait, c'est d'autres personnes et ça, je suis pas concernée, c'est pas moi. Et moi, je vais jamais devenir vieux, je vais jamais mal voir, je vais jamais avoir d'accident, je vais jamais avoir un AVC. Enfin, les gens se sont pas concernés, et alors que dans les équipes où justement un peu plus inclusives, où on va avoir des personnes avec des profils variés et potentiellement des handicaps, il y aura moins cette espèce de je suis pas concernée et non, mais c'est pour les autres, les handicapés, ils vont pas aller sur mon site. J'en connais pas d'ailleurs, je sais même pas si ça existe vraiment. Je vais reprendre la main. On est déjà à 1h30 de webinaire, donc c'est peut-être le moment de nous quitter. Je tiens tout particulièrement à vous remercier. Vous nous avez apporté plein de réponses. Et je pense qu'on a globalement répondu à la plupart des questions. Alors peut-être qu'il y en a dans l'eau qui ont été loupées, mais vous aurez toujours l'occasion de
les poser a posteriori ou d'y répondre vous a posteriori. Un grand merci, vraiment, de votre présence à tous, aussi bien les participants que nos intervenants. Et j'espère du coup vous revoir sur d'autres événements FLUPA Grenoble. Voilà, je vous laisse dire un mot si vous voulez. Ah, mon micro était coupé, j'ai fait une... Ah, magnifique. Bon, très bien, je vais le refaire du coup. Je disais donc que je voulais dire un grand merci à tout le monde, tous ceux qui étaient venus donc participer et se connecter à ce webinaire, à vous bien évidemment, vous nous avez apporté énormément de réponses. Enfin, j'espère que globalement on a répondu à la plupart des questions. S'il y en a dans le lot qui ont été sautées, on est désolé, mais vous aurez toujours l'occasion de leur poser a posteriori et vous d'y répondre. Et j'espère sincèrement vous revoir aux prochains événements FLUPA Grenoble. Voilà. Si vous voulez dire un petit mot, et sinon après je mets fin au webinaire. On t'avait entendu en fait. Ouais. Oui, ouais, on t'avait. Non, histoire de boucler. On va passer à un nouveau running avec ces voilà. Merci à tous. micro coupé. Donc, très bien. Vous pouviez m'arrêter aussi. Hein. Bon, bref, sur ce, je vous laisse la main et après je coupe. Rien de plus. Merci à tous. Merci d'être venus. Merci de nous avoir écoutés et de passer tous une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.